Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie du chapitre sur les interactions fondamentales, résumé de cours de première physique et chimie. Alors nous allons découvrir dans cette partie la notion de champ avec les champs électrostatiques et le champ gravitationnel. Alors, pour découvrir le champ électrostatique, on va repartir de l'expression de la force électrostatique qu'exerce un corps A sur un corps B. Voici cette expression avec la constante de Coulomb K que vient multiplier la charge électrique du corps A multipliée par la charge électrique du corps B divisé par la distance entre les corps A et B que l'on note petit r au carré multiplié par le vecteur unitaire U. On va simplement transformer cette expression pour sortir la charge électrique QB de tout le reste. On va la mettre à part, on va la placer devant le reste de l'expression et on va donc obtenir QB fois K fois QA divisé par R au carré fois le vecteur unitaire U. Pourquoi est-ce qu'on sort cette charge électrique QB? Eh bien, ça nous permet de faire apparaître deux termes. Un premier terme ici, QB, qui dépend uniquement du corps B, qui subit la force, et un autre terme ici qui dépend essentiellement du corps A, c'est-à-dire de la charge électrique du corps A et de la distance R entre les deux corps, mais on peut aussi dire de la distance R à laquelle on se trouve du corps A. Et donc, cette partie de l'expression qui dépend uniquement du corps A, eh bien, on va l'appeler le champ électrostatique, qu'on va noter grand E, créé par le corps A. Donc le champ électrostatique, c'est un vecteur puisqu'on retrouve le vecteur unitaire U ici et donc son expression à ce champ électrostatique, ce sera simplement E égale K fois QA sur R au carré fois le vecteur unitaire U. Alors l'intérêt de ce champ électrostatique E, c'est qu'il ne dépend pas de la charge électrique QB qui subit la force. Tout ce qu'on a ici, c'est une expression qui dépend uniquement de l'objet qui crée la force. Donc on va pouvoir cartographier l'effet de ce corps A sur son environnement et on va donc cartographier ce qu'on appelle le champ électrostatique créé par le corps A. Cartographier un champ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout point de l'espace autour de ce corps A, eh bien, on va regarder quelle est la valeur de ce champ électrostatique E. Alors, comment est-ce qu'il varie ce champ électrostatique? Eh bien, plus on va s'éloigner du corps A, on voit ici que plus le champ va être faible, puisque ça va diminuer en R au carré par rapport à la distance au corps A. Ensuite, on va avoir également un champ plus important si la charge QA est elle-même plus importante. Maintenant, il faut faire attention à une chose sur le sens du champ électrostatique, du vecteur champ électrostatique. Eh bien, ça va dépendre du signe de la charge QA. En effet, si QA est positif, QA va être de même sens que le vecteur unitaire. Or, on avait vu dans la partie 1 que le vecteur unitaire, il part toujours du corps A qui crée la force. Donc, il est dirigé vers l'extérieur du corps A. Et donc, lorsque la charge QA est positive, le champ électrostatique va présenter un ensemble de flèches, en, un ensemble de vecteurs, champs donc, électrostatiques, dirigés vers l'extérieur du corps A. Donc, que représentent ces flèches? Eh bien, elles nous représentent le vecteur champ électrostatique en ces différents points-là. Alors, on pourrait en rajouter d'autres, bien sûr, puisque ce champ électrostatique, il existe en tout point de l'espace autour du corps A. Mais on est obligé de limiter un peu le nombre de vecteurs que l'on représente. Ensuite, dans le cas où la charge QA est négative, eh bien, si QA est négatif, alors les vecteurs E et U sont collinéaires mais de sens contraire. Et donc, puisque U est vers l'extérieur, le vecteur E champ électrostatique sera dirigé vers le corps A. Donc c'est une différence à connaître entre les champs électrostatiques créés par une charge positive et une charge négative. Quand c'est une charge positive, c'est vers l'extérieur de la charge. Quand c'est une charge négative, c'est dirigé vers la charge. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours uniquement un unique corps, une unique charge qui va créer le champ électrostatique autour d'elle. Il peut y avoir un ensemble de charges électriques dans un endroit qui vont créer un champ électrostatique dans tout l'espace autour. Alors quel est l'autre intérêt de ce champ électrostatique? C'est qu'on peut avoir un appareil de mesure qui est capable de se balader dans l'espace autour des charges électriques et de voir quel est le champ global que crée l'ensemble de ces charges électriques. En effet, ça serait un petit peu compliqué de déterminer sur un corps
B que l'on placerait un corps B que l'on placerait dans l'espace, c'est un peu embêtant de déterminer chaque force que va exercer chaque charge électrique sur le corps B. Là, il y en a que 2, mais s'il y en avait davantage, ça devient très vite embêtant. Et donc l'intérêt ici, c'est que on sait que le champ électrostatique E créé par les 2 charges électriques qui sont là au point B, eh bien on peut connaître sa valeur, sa direction et son sens à l'aide d'un appareil de mesure. Et donc on n'a pas besoin de calculer chaque force, il suffit de connaître juste le champ électrostatique. Et alors quel est le lien entre la force que subit le corps B et le champ électrostatique E? Eh bien, simplement, la force électrostatique que va subir le corps B ici, ce sera le champ électrostatique E multiplié par la charge Q de ce corps B qu'on a placé dans le champ électrostatique, tout simplement. Alors, quelle est l'unité de ce champ électrostatique? Eh bien, la force est en newton, on a une charge électrique qui est en coulomb, donc le champ électrostatique, il est en newton par coulomb. C'est l'unité qu'on déduit de cette formule. Maintenant, il se trouve que des newtons par coulomb, ça correspond aussi, en termes d'unité, à des volts par mètre et on préférera utiliser cette unité, c'est celle qui apparaîtra généralement dans les exercices. On voit ici des volts qui ont, justement un lien avec l'électricité, le caractère électrique de ce champ et donc on utilisera l'unité, les volts par mètre pour le champ électrostatique. Maintenant, nous allons parler du champ gravitationnel. Alors, l'expression de la force gravitationnelle, pour la rappeler, on l'a vu en seconde, mais la voici, donc c'est une expression vectorielle également. Force gravitationnelle d'un corps A sur un corps B, qui sont placés l'un de l'autre à une distance petit r. On met le vecteur unitaire qui part du corps A, c'est celui qui crée la force, et chacun des corps ici a une masse ma et mb. Donc cette force gravitationnelle a pour expression moins g étant la constante de gravitation, multiplié par ma fois mb, la masse des corps, divisé par la distance petit r au carré, multiplié par le vecteur unitaire u. Donc cette expression vectorielle, on peut également la transformer comme on l'a fait pour la force électrostatique. On va prendre la masse mb de l'objet du corps qui subit la force, on va le placer devant tout le reste de l'expression, et on obtient que c'est mb fois moins g fois ma sur r au carré fois le vecteur unitaire u. Petite remarque, on voit qu'il y a un moins dans cette expression qui n'apparaissait pas dans l'expression de la force électrostatique. Pour quelle raison? Parce que la force gravitationnelle est toujours attractive et qu'on a des masses qui sont toujours positives. Donc le produit ici de tout ce bloc-là est toujours positif. Et donc, puisqu'on veut que la force gravitationnelle soit attractive, il faut que les vecteurs U et force gravitationnelle soient collinéaires, mais de sens opposé. Et donc, on est obligé de mettre un moins devant ici pour que ce soit le cas. Alors, dans cette deuxième expression, on voit qu'on a sorti la masse mb. Et donc, on va retrouver à nouveau une partie qui dépend du corps B qui subit la force, et toute une expression, tout le reste ici, qui va dépendre de la masse et de la distance du corps A, multiplié par la constante de gravitation. Et donc, on va définir le champ gravitationnel grand G, comme ceci, vectoriel, créé par le corps A, comme étant égal à moins G fois la masse du corps A, divisé par la distance à laquelle on se trouve du corps A au carré, multiplié par le vecteur unitaire U. Et on peut également donc cartographier ce champ gravitationnel grand G. Alors, comme il n'y a qu'un seul type de masse, c'est-à-dire une masse positive, et comme il y a un moins dans cette expression, qui nous montre que le champ gravitationnel, le vecteur champ gravitationnel est toujours opposé au vecteur unitaire U, donc le champ gravitationnel est toujours dirigé vers la masse qui crée le champ gravitationnel. Et donc si on place un corps B de masse petit m dans ce champ créé par la masse ma, eh bien, on obtient que la force gravitationnelle que subit ce corps B est égale à la masse petit m multipliée par le vecteur champ de gravitation. Alors, l'unité de ce champ de gravitation, il est en newton par kilogramme. Et de cette manière, si on multiplie par une masse en kilogrammes, on obtient bien des newtons. Une application à ce champ gravitationnel, c'est le champ gravitationnel créé par la Terre. On a ici une représentation de ce champ. Alors, des lignes de champ, on verra ce que c'est juste après. Ici, on a les vecteurs champ gravitationnel qui sont placés sur ces lignes de champ. Et donc, quel est le champ gravitationnel créé par la Terre?
Eh bien, dans l'expression qui est ici du champ gravitationnel, il faut remplacer la masse petit m par la masse de la Terre et petit r par la distance à laquelle on se trouve du centre de la Terre. Et si on est à sa surface, ça sera le rayon de la Terre au carré donc. Et donc on obtient l'expression ici petit g égale grand G fois mt divisé par RT au carré. Pourquoi je dis petit g? Parce que en première approximation, en fait, ceci c'est aussi le champ de pesanteur, c'est la valeur de la pesanteur sur Terre. Et donc là, c'est lorsqu'on est à la surface de la Terre, puisqu'on a le rayon de la Terre ici. Si on est un petit peu plus loin, eh bien, on rajoutera simplement l'altitude à laquelle on se trouve, et donc on fera, pour trouver la valeur de la pesanteur en un point quelconque, grand G fois mt sur RT plus h, le tout au carré, petit h étant l'altitude à laquelle se trouve le corps qui subit la pesanteur, ou en tout cas l'altitude à laquelle on cherche la pesanteur. Alors, étudions un petit peu plus en détail ces champs. On a vu des champs électrostatiques et on a vu des champs gravitationnels. Très souvent, vous verrez les champs représentés comme ceci, avec des lignes continues et non pas avec les vecteurs champs électrostatiques ou vecteurs champs gravitationnels dans l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lignes de champ? On va zoomer ici sur cette première partie et en fait, elles vont nous indiquer, alors vous voyez qu'il y a un sens qui est indiqué sur ces lignes de champ, elles sont orientées et donc elles vont nous indiquer le sens du champ électrostatique ou gravitationnel en un point donné. Ici, c'est le champ électrostatique. Et en fait, en tout point de la ligne de champ, eh bien, le vecteur champ va être tangent à la ligne de champ. Alors, tangent, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en ce point-là, il est, il va juste frôler la ligne, il va être confondu, mais il ne va pas traverser la ligne ici. Il va juste venir frôler la ligne de champ. Donc, le vecteur champ est toujours tangent aux lignes de champ. Donc les lignes de champ, elles vous donnent tout de suite un sens avec la flèche qui est dessus et une direction, puisqu'on vous dit qu'en tout point, ça va être tangent aux lignes de champ. Alors comment avoir une idée maintenant de la valeur du champ, de son intensité? Eh bien, il faut regarder une deuxième information maintenant. On a les différentes lignes de champ ici qui entourent la Terre. Et ce qui se passe, ben, on imagine bien que plus on est proche de la Terre, plus le champ gravitationnel créé par la Terre va être important. Alors si on regarde les lignes de champ, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elles se rapprochent, qu'elles se resserrent lorsqu'elles s'approchent de la Terre. Au contraire, si on s'éloigne de la Terre, les lignes de champ sont de plus en plus écartées. Et donc, pour avoir une idée de l'intensité du champ ou d'un champ ici du champ gravitationnel, ben, si je prends 2 points, M et M', je vais comparer comment sont les différentes lignes de champ autour de ce point-là. Je vois qu'en M', les lignes de champ sont plus resserrées les unes autour des autres. En fait, en cette zone-là, le champ va être plus intense. Au contraire, en M, les lignes de champ sont un peu plus écartées les unes des autres, et donc le champ est plus faible. Donc on retiendra que quand les lignes de champ se resserrent, le champ devient plus intense, et si elles s'écartent, le champ devient plus faible. Donc ici, ce qui se traduit par le champ gravitationnel en M' est plus intense que le champ gravitationnel en M. Une petite erreur, je viens de voir ici, il ne devrait pas y avoir de vecteur au-dessus des champs de gravitation, puisqu'on parle de l'intensité, de la valeur des champs de gravitation. Ici, ce sont les normes, on devrait enlever les flèches. Voilà une petite étourderie. Bien, bon courage à tous, au revoir, à bientôt.